Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons tester le BlueBoo X550. Ce téléphone là est un téléphone qui est censé être un bon téléphone avec une bonne batterie et compagnie. Mais on va voir un petit peu plus en détail ce qui se cache derrière ce téléphone dans cette vidéo. Oui, ce téléphone ne m'a pas plu beaucoup, parce que franchement, je commence à en avoir marre de ces téléphones qui sont fabriqués avec le standard de qualité le plus médiocre du monde. Parce que très franchement, ça commence à m'énerver d'avoir des téléphones qui, regardez, il est pas tordu, il est en parfait état. Bon, il y a quelques poussières, c'est tout. Il est en parfait état, je n'ai rien fait à ce téléphone. Et il n'y a pas de rayures, rien du tout. Enfin, on voit que le téléphone a vraiment été... vous voyez, il y a un niveau de soin à propos de ce téléphone qui est incroyable. Mais voilà, il y a un coin, ça se voit pas beaucoup parce que le téléphone est bien aligné avec l'écran, ce qui est déjà une première, hein, j'ai envie de dire. Mais ce coin-là est décollé, on sent bien que ça, voilà, c'est, vous appuyez dessus, ça fait pot, on voit qu'il y a un petit espace ici. Et donc ça commence à se décoller là, ça va se décoller tout autour, c'est génial. Mais franchement, j'ai jamais vu de téléphone en France, enfin, fait par une grande marque, genre par exemple un Samsung, même les pires modèles, les moins chers qu'ils aient pu faire, au moins le niveau de qualité était convenable. Enfin, je veux dire, c'est impressionnant à quel point ces téléphones, ils sont capables de se fragiliser, enfin ils sont capables de se... Comment dire, de se démonter eux-mêmes. Je crois que c'est ça la façon de dire les choses, quoi, la plus... enfin voilà, la plus illustrative, on va dire. Sans avoir aucune intervention humaine. C'est quand même impressionnant, ce téléphone-là, il est venu de France, donc bon, il n'y a pas eu un trajet hyper long, il a pas été bousculé pendant le transport ou ce genre de truc. Je m'en suis servi de la manière la plus, on va dire, précautionneuse possible. Et pourtant, voilà, le téléphone a des trucs complètement aberrants. Je n'ai jamais vu ça, comme je le disais, sur un téléphone de grande marque, à part rares exceptions, c'est-à-dire un écran qui se décolle, quoi, comme ça. Et j'ai jamais vu ça sur un truc de grande marque, sur un téléphone neuf. Ça, je veux dire, jamais. Et comme vous le savez peut-être, ce n'est pas la première fois que je remarque ça sur un téléphone chinois, on va appeler ça comme ça, hein. Et donc voilà, c'est pas la première fois du tout, et ce sera pas la dernière fois, sauf si j'arrête définitivement de tester un seul téléphone chinois que ce soit un jour, parce que bon, ça, je finirai bien par y arriver, je veux dire, ça se voit, au bout d'un moment, je finis par comprendre, je finis par voir où ils font les économies, je finis par voir à quels endroits ils s'amusent à rogner, à quelles choses ils ne font pas par rapport aux vraies marques, pour arriver à des prix pareils, et ça se voit, c'est qualité, c'est test, c'est tout ce qui est donc qualité de construction, des matériaux et tout ça, et aussi bien entendu vérifier si tout va bien ensemble, etc. Et au final vérifier si le téléphone arrivera au moins à faire 2 ans. Je veux dire, ça c'est un critère qui devrait être genre, je veux dire, acquis pour n'importe quel téléphone. S'il est tenu, enfin s'il est bien entretenu, il devrait faire au moins 2 ans. Je veux dire, ça paraît logique. Je vois pas comment une machine peut tenir moins de 2 ans dans un placard. Or, ce truc-là, comme beaucoup trop d'autres téléphones chinois, pratiquement la totalité en fait, se décompose tout seul. Donc maintenant, parlons plus en détail de ce téléphone, si malgré cet avertissement, on va dire, vous avez quand même envie de savoir ce qu'il y a de supplément... Enfin bon, bref, connaître le téléphone en plus en profondeur, quoi. Parce que, très franchement, j'ai envie de dire, c'est bon, le test est fini, quoi. Je veux dire, ce téléphone qui se déglingue tout seul, bon, bref. Alors, très franchement, en plus de ça, le prix de ces téléphones chinois devient de moins en moins attractif, étant donné la présence de Motorola sur le marché de chez nous, qui propose littéralement le même genre de truc. Bon, vous allez me dire, ouais, mais machin, le processeur, il est moins puissant et tout ça. Ça se voit pas, ça se voit presque pas. Le GPU est moins puissant par exemple qu'un 6732, mais le MT6732 de toute façon il est en train de disparaître. Et le MT6735 lui par contre il est juste à tel point quasi identique au processeur Qualcomm que l'on trouve sur tous les bas de gamme de chez nous, genre le Snapdragon 410, que très franchement ça ne sert à rien de s'attarder là-dessus, quoi. Donc regardons les caractéristiques. Donc MT6735 justement de chez Mediatek. Alors ce processeur là, bon ben voilà, comme je le disais, c'est l'équivalent du Snapdragon 410 de chez Mediatek, bug de firmware en plus. Donc voilà, ensuite nous avons 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, bon bah ça aussi c'est tout à fait convenable. Android 5.1, pas de problème, bon comme je le disais, bon il n'est pas non plus au niveau de raffinement que l'on peut avoir
sur des téléphones de chez nous. En tout cas des téléphones qu'on n'achète pas, vous savez, à la va-vite chez des marques bizarres et tout ça. Donc 5,5 pouces HD, 720p, etc. Voilà, une batterie 7300 mAh, c'est normalement le point, et c'est le point qui a fait en sorte que je veuille le montrer vers vous, malgré le fait que je ne suis pas très convaincu par la marque. Je veux dire, quand je vois ce qu'ils ont sorti, c'est-à-dire un téléphone qui ressemble suspicieusement au iQOO E04, ce qui me laisserait penser que bien entendu il est encore fabriqué par la même entreprise, donc je m'attendais bien à ce que le niveau de qualité soit pas terrible. Enfin, le iQOO E04, c'est le téléphone qui est arrivé avec une carte mère HS, bien entendu, on voit que c'est bien testé en usine. Voilà, 5300 mAh, c'est totalement faux. Totalement faux. Je veux dire, avec une batterie, on va dire une batterie 2000 mAh, ce processeur-là est normalement il devrait, en utilisation normale, tenir 5 heures. Donc avec une 4000 mAh, il devrait tenir 10 heures. Avec une 5300 mAh, il tient 9 heures. Donc, c'est plutôt une 3000, ça, rien d'exceptionnel. Enfin, quand je dis une 3000, oui, c'est ça, oui, ça doit être exactement ça. Ça doit être une 3000 mAh comme batterie, donc, oui, c'est voilà, ils disent Smart Quick Charge, oui, c'est sûr qu'il peut se recharger vite pour une 5300 mAh, justement, si c'en est pas une. Donc, caméra arrière, 8 mégapixels, caméra avant, 2 mégapixels. Bon, les mégapixels, comme d'habitude, que ce soit, bien entendu, un téléphone chinois ou pas, ça n'a absolument aucun sens, parce que ça n'est pas une unité de qualité de la photo, quoi. On devrait créer une unité de qualité de photo, mais ça n'existe pas. Donc on se retrouve qu'avec la taille de la photo, ce qui n'a absolument aucun rapport, on va dire que c'est relativement convenable, quoi. C'est niveau téléphone au même prix chez nous, en fait. Voilà, ça a rien de particulièrement impressionnant. Pour le réseau, donc nous avons le GSM, on va dire le 900 pour chez nous, et puis d'autres fréquences un peu partout. Chez nous, quand je dis chez nous, je veux dire en France, on a le WCDMA 900 et 2100. Ça a l'air de fonctionner, même si je peux pas vérifier pour le 900, mais a priori sur ce processeur de chez Mediatek, ça fonctionne. Un truc par contre que j'ai pu remarquer, c'est que la réception est relativement correcte, mais elle n'est pas exceptionnelle du tout, vraiment pas exceptionnelle du tout. Le GPS lui aussi n'est pas terrible non plus au niveau de la réception. Il n'est pas compatible avec les 20 Go qui sont maintenant 50 d'ailleurs de chez Free. Et pour la 4G, c'est pareil, la réception n'est pas phénoménale, même si ça fonctionne relativement convenablement. Pour le Wi-Fi ça fonctionne, pour le Bluetooth ça fonctionne. Ensuite nous avons la radio FM, nous avons les différents capteurs, gyroscope, il y en a pas, ils disent G-sensor, mais c'est pas un gyroscope, c'est un accéléromètre, bien sûr. Ça supporte les cartes micro SD, alors ils disent 32 gigaoctets, mais ça va plus loin, ça peut aller jusqu'à 128 sans problème. En tout cas avec les SanDisk comme celle que j'ai, attendez, je regarde si je l'ai sous la main, elle est où? Elle est là, voilà, avec ce modèle de SanDisk, ça fonctionne sans aucun problème, les SanDisk Ultra SDXC. Voilà, donc ils disent 32, mais c'est juste qu'ils ont pas testé a priori, ou alors que les SanDisk sont particulièrement bien et fonctionnent partout, je ne sais pas, mais a priori non, c'est juste que ça supporte sans problème. Il y a marqué ce qu'il y a dedans, alors on va voir ça tout de suite. Nous avons bien entendu un téléphone qui se déglingue, nous avons une sorte de notice, nous avons un protège-écran mais qui n'est pas préinstallé, nous avons, il doit y avoir un protège-écran de transport, mais je me rappelle plus parce que ça fait un moment que je teste ce truc. Nous avons ensuite deux petites boîtes difficiles à ouvrir. Alors dedans il y a quoi d'ailleurs? Je sais pas ouvert. Donc juste un câble USB, pas d'oreillette. Donc un câble USB, pas d'oreillette, et de l'autre côté, nous avons, attendez que ça arrive à refermer ce truc. Et de l'autre côté, bien entendu, nous avons un chargeur qui a l'air relativement convenable. Après, je peux pas vous en dire plus que ça, parce qu'un chargeur, il faut bien entendu le tester faut le tester assez longtemps pour se rendre compte de ce que ça donne, mais comme il pèse pas 3 grammes, au contraire, il est relativement lourd. Je pense qu'au moins on échappe au pire, donc on pourra peut-être l'utiliser 6 mois, 1 an sans que ça vous pète entre les mains. C'est déjà ça.
Bon, maintenant venons-en au téléphone. Comme vous le voyez, nous avons un bel écran. Comme d'habitude, ils utilisent des écrans là où ils sont fabriqués, donc ils sont obligés d'utiliser des bons écrans. Il n'y a absolument aucune marque qui fait spécifiquement des écrans de smartphone complètement foireux exprès pour qu'ils les utilisent, mais a priori, si c'était possible, ils le feraient. Par contre, un problème avec ce genre de téléphone, c'est la protection de l'écran par la vitre qui est posée par-dessus. Franchement, les vitres qu'ils mettent dessus sont extrêmement, mais alors extrêmement souple par rapport à ce que l'on peut trouver sur n'importe quel autre téléphone. Par contre, ce que l'on peut dire à propos de la colorimétrie, c'est qu'elle est un tout petit peu terne. C'est pas désagréable, mais voilà, bon, c'est pas pimpant comme pas mal d'écrans pourraient avoir. Alors un autre truc aussi, c'est que la luminosité dans le noir est un tout petit peu trop agressive, même si c'est sans abus non plus, hein, c'est pas à vous péter les yeux au point de vous dire non, c'est juste pas possible. La luminosité en extérieur, ça va, même si, bon, ça pourrait toujours être mieux. Au niveau du tactile, c'est moyen plus, c'est-à-dire que c'est pas non plus aussi bien qu'un très 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 bon tactile, mais voilà, ça va, c'est complètement utilisable pour taper relativement vite, y a pas de problème. Alors pour ce qui est du haut-parleur, c'est modeste, hein, ça pourrait être plus fort, mais c'est convenable. Pour ce qui est de la fidélité, elle est moyenne, hein, mais c'est pas choquant non plus. Par contre, un truc qui est vraiment choquant, c'est que nous avons ici, hop, nous regardons là-dedans, stockage, nous avons encore une fois la mémoire interne qui a été partitionnée. Je veux dire, même pas 4 gigaoctets pour l'installation des programmes à l'époque d'Android 5.1. Ah, c'est casse-pied, hein. Je veux dire, oh là 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 là, il y a des téléphones qui datent de 2013 qui font mieux. Il y a le Galaxy S3 qui date de 2012 qui fait mieux. Donc, enfin bon, c'est grave, quoi, au bout d'un moment d'avoir aussi peu de mémoire, surtout que, je veux dire, on se rapproche de plus en plus au point où 4 gigaoctets de mémoire pour installer les programmes, ça devient le strict minimum, hein, et même les plus bas de gamme des bas de gamme, je veux dire, c'est bête d'avoir 16 gigaoctets de ROM et puis de le gâcher en faisant en sorte que ça y ait aussi peu d'espace exploitable que sur un téléphone avec 8, quoi, ou voire même avec moins que 8. Alors maintenant pour ce qui est du software, alors pour le suivi software, alors absolument rien à ma connaissance, il n'y a pas eu de mise à jour pour ce téléphone pendant que je le testais, et il y en aura sûrement jamais. Ensuite, un autre truc, c'est que c'est juste Android stock, sauf qu'ils ont fait une toute petite modification que je trouve vraiment bizarre. Regardez, voici le lock screen, vous l'avez sûrement remarqué pendant le premier démarrage. Ils ont fait un truc chelou, normalement pour déverrouiller Android 5.0, il suffit de glisser comme ça, et ça se déverrouille. Eux, ils ont mis cette espèce de petit truc très casse-pied, où il faut être vachement précis, donc quand on déverrouille comme ça, bon, j'ai pris le coup de main à force, mais je veux dire, si tu vas trop loin, juste légèrement trop loin, il arrive très souvent de faire ça, en fait, à chaque fois qu'on essaye de déverrouiller, genre, ah bah là, je veux pas, j'y arriverai pas aujourd'hui, mais je veux dire, voilà, bon... Il a vraiment envie de me... Ou alors peut-être que c'est quand il y a des notifications, c'est plus difficile de le faire que quand il y en a pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment pas du tout ergonomique ce truc. En plus, ça sert à rien parce que le système, enfin le lock screen d'Android 5.0 et plus, il a rien à se reprocher. Je veux dire, il suffit de faire ça et hop, on a, je sais plus si c'est le numéroteur ou l'appareil photo, et de l'autre côté on a l'appareil photo ou un truc du genre. Vers le haut on déverrouille, vers le bas on a Quick Settings, et ensuite on a juste les différents comment on appelle ça, les différentes notifications qui apparaissent dessus, et voilà quoi, on a juste à faire comme ça pour le déverrouiller. Bon, je sais pas, ça a dû être fait par un maniaque qui avait peur de déverrouiller sans faire exprès son téléphone, je ne sais pas, mais en tout cas le lock screen est bizarre, et personnellement, bon, là je suis chez moi, pas de stress, pas de problème, etc. Mais franchement, à l'utilisation en extérieur et tout ça, quand t'as besoin de ton téléphone rapidement, déverrouillage du téléphone, vraiment casse-pied. Ensuite, la réactivité très bonne, la fluidité très bonne aussi, bon voilà, pour ce qui est du software, j'ai pas franchement grand chose à lui reprocher. Au niveau des bugs, pas vraiment quoi que ce soit de spécialement dramatique. Je veux dire, bon, il y a toujours de légers petits problèmes dans ces firmware Mediatek qui sont
souvent très anecdotique, et comme n'importe quel firmware de toute façon, il y a toujours un petit problème anecdotique quelque part qu'on finira bien par trouver, mais en tout cas non, rien de vraiment spécial, c'est totalement utilisable. Donc en conclusion, pour les produits que l'on peut trouver dans les mêmes prix, nous avons le THL 5000T qui a beaucoup plus d'autonomie, qui semblerait qu'il soit de bonne qualité aussi, parce que je n'ai pas eu de problème avec genre un écran qui se décolle ou des trucs de ce genre, donc a priori THL fait mieux son boulot, mais bon, il est moins réactif, non pas que à cause du processeur, mais aussi parce que THL, je sais pas ce qu'ils ont chez THL, mais ils doivent pas embaucher les mêmes gars pour faire le firmware, parce que ils ont un firmware qui est correct, mais il est moins réactif à processeur égal que les autres constructeurs. Mais voilà, c'est totalement utilisable aussi. C'est Android 4.4 par contre, et il n'a pas la 4G. Donc voilà, sauf que le THL 5000T a l'air d'être beaucoup mieux fabriqué et a aussi une autonomie bien meilleure. Bon, c'est déjà une autonomie gigantesque qu'il y a là-dedans, même si bien entendu c'est pas du tout en adéquation avec la quantité qui est marquée sur la boîte. La capacité de la batterie est juste extrêmement exagérée. Pour ce qui est du THL 5000T, lui aussi doit être exagéré, mais c'est pas autant exagéré. Je veux dire, eux ils disent qu'il s'agit du 5300, il s'agit sûrement d'une 3000. Pour ce qui est du THL 5000T, ils disent que c'est une 5000, ça doit être plus ou moins dans les 4000. Mais en tout cas, le THL 5000T a une autonomie bien meilleure. Et au niveau du GPU d'ailleurs, il a aussi un meilleur GPU. Donc pour les jeux, il n'est pas forcément meilleur, mais ils se valent quoi ces deux-là. Ensuite, on peut trouver pour à peu près le même prix aussi le Lenovo K3 Note, et là je dis le prix auquel on trouve ce téléphone habituellement. Donc le Lenovo K3 Note qui a une autonomie moins bonne, au lieu d'avoir 9 heures d'autonomie, je rappelle que mes autonomies sont des trucs qui sont vachement, sévères quoi sur la batterie, ça y va, c'est exigeant quoi. Donc moi avec l'utilisation exigeante que je lui mets entre les mains, nous avons dans les 6 heures d'autonomie avec le Lenovo K3 Note, là nous en avons 9 heures. Bon, il y a quand même une sacrée différence, c'est clair. Mais le Lenovo K3 Note est bien plus performant, il a un écran qui est meilleur, tout est meilleur dessus, donc et la qualité de fabrication est meilleure à l'avec. Et il a un verre aussi pour l'écran qui a été, à mon avis, bien mieux choisi. Le Lenovo K3 Note, je l'ai passé à quelqu'un, il s'est pris déjà une bonne grosse chute. Et c'est juste le plastique au contour qui a pris quelque chose, alors que pourtant ça avait tapé sur le verre, et bien comme il faut sur le gravier et tout ça. Donc non, visiblement oui, le Lenovo K3 Note est bien solide par rapport à certains trucs de ce genre. Donc oui, ça peut justifier. Ensuite, on peut aussi trouver le Motorola Moto E4G dans ce que l'on trouve chez nous. Par contre, à ce prix-là, bien entendu, écran plus petit, processeur différent, mais le suivi logiciel est très certainement bien meilleur, bien sûr. Et voilà quoi, c'est un téléphone qui est beaucoup plus solide, etc. Donc bref, pour ce téléphone, les points forts, l'autonomie. L'autonomie, le seul point fort de ce téléphone. Le point faible, c'est franchement les performances pour le prix, parce que très franchement, comme je le disais, le Lenovo K3 Note, trouvable pour le même prix, et le Motorola Moto E4G, lui aussi, a de meilleures performances. Globalement, le GPU est meilleur, le CPU, la partie CPU est à peu près identique, mais la partie GPU est un petit peu meilleure, donc et en plus la résolution est un peu plus faible, donc les performances sont d'un coup meilleures là aussi là-dessus. Ensuite, les évolutions possibles après mon test sur ce téléphone-là, je pense qu'il n'y en a aucune, comme la plupart de ces téléphones, voire l'intégralité de ces téléphones chinois, ils préfèrent faire un nouveau modèle plutôt que d'améliorer le modèle actuel. Je veux dire, ils s'en foutent, ils se disent, si on fait un modèle qui est solide, qui marche bien, c'est un gros coup de bol, alors on va pas prendre le risque de prendre un modèle qui marche relativement bien et de le ruiner complètement en faisant un deuxième qui a exactement le même nom, on essaye de corriger quelques problèmes quoi. Rien que le coup du scotch, ils devraient le corriger, mais ça je suis sûr ils vont jamais le faire. Et pour ce qui est du software, franchement le software n'a rien à se reprocher du tout. Donc il n'y a pas vraiment à attendre de grosses évolutions là-dessus. Par contre les prochaines versions d'Android, vous pouvez oublier totalement. Donc en conclusion de la conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire? Je dirais que ce serait un téléphone pour ceux qui recherchent à la fois la 4G et une autonomie vraiment bonne, mais très franchement la solidité laisse à désirer. Donc voilà, allez, salut à tous et à la prochaine!